Et aujourd'hui, comme vous devez vous en douter, un épisode qui sera consacré en grande partie à l'UFC 304. On abordera aussi l'UFC Noche et quelques autres sujets d'actualité. Et on terminera, comme le veut la tradition maintenant, par vos réflexions avec la Minute Auditeur. Et oui, nous sommes le lundi 29 juillet 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et le combat qui ouvrait cette main card de l'UFC 304, c'était Arnold Allen contre Giga Chikadze. Ce combat a vu l'anglais Allen donc s'imposer 29-28 x 3, pardon. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que les deux ont tenu leur promesse, il n'y a pas eu de takedown dans ce combat. Vendredi, je vous disais attention, j'ai l'impression qu'il y a une petite partie de poker menteur qui est en train de s'instaurer entre les deux, à toujours dire oui, moi j'envoie jamais de takedown, moi je préfère rester debout, moi je préfère affronter un striker. Je disais attention, il y en a peut-être un des deux qui va essayer de surprendre son adversaire avec un takedown. Bon bah ça n'a pas été le cas. Le combat n'était pas gagné pour Arnold Allen, parce que vous l'avez vu au premier round, il ne faisait que d'avancer. On avait l'impression qu'il cherchait le coup dur et ça fonctionnait pas parce que Giga Chikadze tournait à gauche, à droite. Il se laissait pas acculer contre le grillage, il reculait pas beaucoup, il désaxait et il envoyait très bien les jambes, ce qui gênait Arnold Allen qui n'arrivait pas à rentrer avec les poings. Au deuxième round, Chikadze il a continué ce travail, à savoir sortir à gauche, sortir à droite, mais il envoyait beaucoup moins les kicks. Donc Arnold Allen était de plus en plus dangereux, il commençait à toucher un petit peu. Et puis au troisième round, là ça s'est vraiment confirmé, Chikadze n'avait plus de jus, il en pouvait plus. Est-ce que le fait d'avoir été blessé, de revenir, la pression, mais il faut le dire aussi, avoir un adversaire qui ne fait que d'avancer sur toi, et surtout qui ne réagit pas à tes frappes, parce que Chikadze il l'envoyait quand même un peu, Arnold Allen il bronchait pas, la tête ne bougeait pas, l'attitude ne changeait pas, il ne faisait que d'avancer. Un moment dans le troisième round, on voit ils sont équivalents au niveau du nombre de frappes tentées, du nombre de frappes touchées, ça se joue à peu, mais l'attitude d'Allen était vraiment impressionnante, et Allen petit à petit est venu grignoter Chikadze, et puis à la fin, au moment de la décision, il n'y avait pas de doute, c'était sûr et certain que Giga allait s'incliner, malheureusement pour lui. Arnold Allen qui renoue avec la victoire, il était sur 2 défaites de suite, pas contre n'importe qui, contre Max Holloway et contre Movsar Evloev, mais il faut le dire quand même, cette victoire lui fait du bien. Dans la cage, il a dit qu'il aimerait affronter Ortega ou un gros nom. Bon, on a su qu'Ortega c'est fini, il va affronter Diego Lopez à l'UFC Noche, et donc en conférence de presse, Allen a expliqué qu'il avait sûrement la main cassée. Il dit faut voir ce que vont dire les examens que je vais passer, mais en tout cas si ma main va bien, je veux revenir au mois de décembre, je veux recombattre au moins une fois cette année. Il a aussi dit qu'il voulait finir Giga forcément, mais il dit Giga c'est l'élite, surtout debout, donc mettre KO un mec comme ça, c'est pas facile, et ça faisait partie de sa stratégie d'avancer, il misait sur le fait que Giga Chikadze allait fatiguer, et que du coup il allait pouvoir mettre en place dans le deuxième et le troisième round sa stratégie. Écoutez, c'était un pari gagnant puisque ça a très bien fonctionné, et il savait aussi que Giga allait surtout être dangereux au premier round, surtout avec ses kicks, il dit du coup fallait faire attention à ça, mais il a bien réussi à gérer et tant mieux pour lui. Le deuxième combat, c'était Duncan, lui c'était le local dans ce combat-là contre Rodriguez. Rodriguez s'impose 30-27 x 3, très beau combat, et Rodriguez a été très intelligent, parce que je sais pas si vous avez noté, mais au tout début, les 15-20 premières secondes, ça frappait très très fort, et même si on avait l'impression que Rodriguez était au-dessus, on sentait que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, parce que ça frappait tellement fort, et il y avait des échanges un petit peu sauvages, donc on pouvait se dire, attention, il y en a un des deux qui va connecter, et là Rodriguez a amené le combat au sol. Franchement, bien joué de sa part, ça montre que c'est un combattant quand même intelligent, même s'il aime beaucoup aller à la guerre et que ça pourrait lui porter préjudice dans le futur, on en reparlera tout à l'heure. Le premier round, il a géré au sol, il a montré qu'il était au-dessus de son adversaire, il l'a dominé totalement, il a pris des positions dominantes, il a laissé s'égrener le temps, etc. Chapeau à lui, et puis sur le reste du combat, bah voilà, forcément il y avait la menace pour Duncan de dire attention, s'il m'amène au sol, ça va être très dur. Ceci dit, Duncan n'a pas démérité, j'ai beaucoup aimé ses coups de coude en contre, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. C'est dommage parce que c'est très beau, ça ouvre, ça peut forcer l'arbitre ou en tout cas le médecin à arrêter le combat. Là, ça n'a pas été le cas, mais Rodriguez était meilleur en général, plus puissant au corps à corps, plus dominant au sol. Et puis un peu comme Arnold Allen, il ne bronche pas, il a pris quand même beaucoup de coups et il bougeait pas. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que tu peux aller très loin dans la catégorie en prenant autant de coups, en étant aussi agressif? Ça, je sais pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Et puis en conférence de presse, il a dit qu'il voulait recombattre encore une fois cette année, lui aussi. Donc écoutez, on lui souhaite que ça fonctionne. J'ai pas son âge en tête, mais il a peut-être pas des dizaines d'années encore devant lui. De toute façon, il a pas des dizaines d'années, c'est sûr. Mais voilà, il faudrait peut-être que ça aille vite pour lui s'il veut aller le plus haut possible. Maintenant, j'aime beaucoup, il a un sol qui est très solide. Ça lui permet aussi de prendre un peu de risque debout. Donc j'ai hâte de voir la suite. Mais maintenant, voilà, comme je dis, la question, est-ce que tu peux faire une grande carrière en prenant beaucoup de coups?
Et bah ça, on le saura dans les mois et les années qui viennent. Ensuite, on attaquait les 3 derniers combats de la carte hein, avec Bobby Green, renommé en King Green, j'en ai parlé la semaine dernière, contre Paddy Pimblett. Et là, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, qu'on aime ou qu'on déteste Paddy Pimblett, il a fait le boulot. Debout, il n'a pas été vraiment en danger. Alors, il envoyait les low kicks. Et comme je dis souvent, attention, quand tu envoies des low kicks et que tu masques pas avec les poings, tu risques de te faire contrer, tu risques de te faire amener au sol. Mais Pimblett, il était confiant dans son sol, il est bon sur le dos. Donc, je pense qu'il craignait pas vraiment les entrées de Green. Il avait un bon avantage d'allonge, et Paddy Pimblett, c'est la première fois que je le note, il est quand même taillé physiquement, franchement il est impressionnant, on croirait pas comme ça, surtout quand tu le vois entre les camps, il ressemble à tout sauf un sportif, mais dans la cage il était quand même impressionnant. Alors on n'a pas appris grand chose puisqu'on savait que son sol était redoutable, le triangle est magnifique. Hein. Et d'ailleurs je voulais dire, vous avez vu quand Bobby Green lui plonge dans les jambes pendant un moment en direct, j'ai cru qu'en fait Green s'était fait balayer par le low kick et qu'il s'était rattrapé comme il pouvait. C'est-à-dire là je lui plonge dans les jambes pour pas me retrouver sur le dos, mais non en fait en revoyant au ralenti je pense vraiment qu'il a voulu saisir la jambe et l'amener au sol, je pense. Je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que j'ai. Mais par contre, le triangle, quand il était verrouillé, c'était magnifique. Parfois, au sol, on a des petits doutes. Dire attention, est-ce que le triangle il est verrouillé là où il n'est pas verrouillé? Est-ce qu'il y a de l'espace? Là, on voyait qu'il n'y avait aucun espace. C'était serré de chez serré. Et Paddy Pimblett qui vient endormir Bobby Green. Franchement, chapeau à lui, c'était une belle performance. En conférence de presse, d'ailleurs, il a dit que le bras avait craqué. Il dit ouais, moi j'ai rien contre Bobby Green, tout ça c'est du trash talk, c'est du show. Moi j'aime bien être un peu, voilà, avoir un petit différent avec mon adversaire avant le combat. Il dit d'ailleurs quand j'ai affronté Gordon, il était très poli, très respectueux. Vous avez vu, c'était pas mon plus beau combat, donc je pense que j'ai besoin de ça pour me surpasser. Et puis il dit, je vous avais dit que je ne chercherais pas le takedown, bah j'ai pas cherché le takedown, c'est lui qui m'a amené au sol. Moi je suis resté debout. Et puis il a dit qu'il voulait affronter Renato Moicano. Bon bah Moicano va affronter Benoît Saint-Denis. Mais il dit ouais Moicano ça va être du beau trash talk, il aime bien parler, moi j'aime bien parler. Il dit mais de toute façon maintenant dans la catégorie, là où j'en suis arrivé dans le top 15, il n'y a pas de combat facile. La catégorie des poids légers c'est la plus dure au monde. Donc va falloir y aller, va falloir combattre. Il est conscient de ça, c'est déjà très bien. Et forcément, il ne dirait pas non à un main event en Angleterre. Il rêve d'Anfield, le stade de Liverpool. Lui, il vient de Liverpool. Donc, si l'UFC pouvait faire un show dans un stade à Liverpool, je pense que l'ambiance, ce serait vraiment un truc de dingue. Surtout que Dana White a dit tant qu'il y aura des champions anglais, on continuera à faire des événements en Angleterre. On va voir après qu'il y en a un de moins déjà. Mais il y a toujours Thomas Pinal, champion poids lourd, c'est pas rien. Et puis, il a aussi confié Paddy Pimblett que le takedown de Bobby Green l'a surpris. Il dit franchement, je m'attendais pas à ce qu'il me shoot un takedown. Il l'a fait. Bon, bah, ça a été une erreur. Mais sur ce coup-là, j'ai été surpris. Et le co-main event pour la ceinture intérim des poids lourds, Aspinall contre Blades. Bon, bah, Aspinall, terrible, franchement, il n'y a rien à dire. Il le couche avec le jab. Hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, le crochet qui vient après, il le touche pas ou il lui touche le front. Mais pour moi, c'est le jab qui sonne Blades. C'est impressionnant. Alors c'est vrai que Blades rentre au même moment, c'est un peu comme ce que faisait Fedor, je mets des gros guillemets à l'époque, boum, il rentrait avec son jab et l'autre venait s'empaler dessus, ça ressemblait un petit peu à ça. Maintenant c'est vrai qu'Aspinall avait le menton un petit peu haut au début, il s'est fait toucher, bon je pense qu'il va travailler là-dessus, c'est pas à moi de donner des conseils, mais on a eu un peu peur au début, même les commentateurs, moi j'ai regardé sur RMC, disaient oh attention il a le menton, il pourrait se faire contrer. D'ailleurs Blades a dit ouais le fait de l'avoir touché au début ça m'a fait sortir du game plan, je me suis dit oh ça y est, je suis devenu gourmand, il a dit, je me dis c'est bon je peux l'avoir debout et du coup je suis sorti du game plan et je me suis fait connecter. Il y a eu une petite polémique au début sur les réseaux sociaux. Oui, l'arbitre a arrêté trop tôt. Non, moi je pense qu'il a pas arrêté trop tôt. Même Aspinall en conférence de presse a dit non, mais pour dire ça, faut rien connaître. Le gars, je viens de le toucher, il est au sol. Je fais plus de 100, il fait 115 ou 120 kilos Aspinall. Et je suis en train de lui envoyer des coups. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il était perdu. D'ailleurs, Blades n'a pas dit que c'était arrêté trop tôt. Hein. Je pense qu'il s'est bien rendu compte. Forcément, c'est dur pour Blades. Encore une fois, il échoue aux portes d'un combat pour le titre. Encore une fois, il se fait connecter, il se fait mettre KO. Donc là, je peux comprendre que pour lui, ça commence à devenir très compliqué. Aspinall dans la cage, il a appelé John Jones de manière très respectueuse. D'ailleurs, John Jones a tweeté, hein, il a dit ouais c'est une manière très bien de demander, enfin voilà, il a fait un petit peu d'humour. Il a dit en gros John Jones, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je pense que je suis meilleur, donc s'il te plaît viens m'affronter. En gros c'était ça, c'est pas du mot pour mot, mais ça ressemblait à ça. En conférence de presse, Aspinall a dit que Curtis avait de très bonnes mains. Il dit franchement j'ai été surpris par ça. Par contre il est plus lent que ce que je pensais. Concernant ses points forts, il dit moi mon point fort c'est mon timing, je pense que je suis le meilleur finisseur de l'UFC, il a dit, bah là on peut pas trop lui enlever, il fait que des KO au premier round ou des finishes au premier round, donc forcément difficile de dire le contraire, et sa force c'est le timing. Là sur ce coup là c'est vrai que c'est vraiment, il a frappé en même temps que Blades, hein. À vitesse réelle tu sais pas qui a enclenché en premier, si c'est un contre, pas un contre, ça va très très vite, pour des poids lourds c'est impressionnant, puis une fois que Blade est au sol il lui a couru dessus, il lui a foncé dessus, franchement il a eu le goût du sang comme on dit. Il s'est dit aussi prêt à attendre le vainqueur de Jones contre Stipe, puisque Dana White l'a déclaré, ça y est, le vainqueur de Aspinall Blades devra affronter, ou devrait, les plans c'est qu'il affronte le vainqueur de Jones Stipe.
Donc il dit, moi je suis prêt à attendre, je serai prêt au mois de novembre s'il y a un blessé. Dana White a confirmé aussi que Aspinall sera le backup fighter, comme on dit. Si quelqu'un est blessé, c'est lui qui prend sa place. Maintenant, un journaliste a dit à Dana White, ok, mais imagine que Jones il gagne, il prend sa retraite, ou Stipe gagne, il prend sa retraite. Il dit, bah je serais déçu, mais c'est comme ça, je peux pas empêcher un gars de prendre sa retraite, malheureusement. Il a dit aussi qu'il voulait être actif, hein, ça va être un combattant qui défend. Et puis, ce qui explique son succès, il le dit une nouvelle fois, il dit, moi, c'est ma passion de combattre. Je fais pas de film, je fais pas de rap, je fais rien à côté. Tout ce qui m'intéresse, c'est le combat. Je suis concentré là-dessus. J'ai passé la première partie de ma carrière. Là, je suis dans la deuxième moitié de ma carrière. Donc, j'ai besoin de combattre, j'ai besoin de faire le plus d'argent possible et de cimenter ma légende, comme on dit. Donc, je lui souhaite le meilleur. Et il a eu une idée, bon, qui ne se concrétisera pas, hein, j'y crois pas, mais moi, ça me fait rêver. C'est un tournoi dans la même soirée avec 4 combattants. Il dit, puisqu'on me parle de Pereira qui doit monter, bah faites monter Pereira, moi je l'affronte en demi-finale, John Jones et Stipe s'affrontent dans l'autre demi-finale, et ensuite on fait tout de suite après les deux vainqueurs qui s'affrontent. Alors moi ça me fait rêver. Je me souviens à l'époque chez les poids moyens, je crois que c'était en 2016, on avait encore Rockhold, Weidman, on devait avoir Whittaker, et peut-être Bisping ou Jacare Souza, je sais plus lequel c'était, et on disait ouais ça serait fou de faire un tournoi entre les 4. Il y avait Yoel Romero dans la conversation aussi. Je crois que c'était Rockhold, Romero, et peut-être Bisping et Jacare, bref je sais plus. Et on disait ouais faites un tournoi entre les 4, ce serait super, mais je crois qu'il y a des problèmes de commission athlétique qui n'accepteraient pas. Puis je pense que l'UFC c'est pas un format qui leur va, donc je pense qu'on verra jamais ça, mais je voulais souligner l'idée parce que moi c'est le genre de choses qui me fait rêver. Ensuite, on arrive au main event avec Leon Edwards contre Bilal Muhammad. Et là, je l'avais dit vendredi, si Muhammad gagne, j'aurais rien à dire à part respect. Donc je dis respect à Muhammad. C'était peut-être pas le plus beau combat. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup son style, mais il a fait ce qu'il fallait. Il a marché sur Leon Edwards. C'était peut-être pas la meilleure version de Leon Edwards, mais bon, là, c'est comme ça. Il fallait être prêt ce jour-là, il fallait être prêt à ce moment-là. Muhammad l'a été. Quand j'avais regardé le combat, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai re-regardé le premier combat. Leon Edwards a l'air tellement au-dessus, tellement plus rapide, un meilleur timing, des meilleurs déplacements. C'est lui qui a avancé sur Muhammad. Bah là, ça a été tout le contraire. Muhammad n'a fait que d'avancer. Leon Edwards n'a rien réussi à faire. Le striking de Muhammad, on a beau dire ce qu'on veut, c'est peut-être pas très beau à regarder, mais c'est quand même assez efficace, hein. Il touche sur des uppercuts, et puis surtout, son striking lui permet d'amener sa lutte, c'est magnifique. T'as pas l'impression que c'est le mec le plus explosif qui va te mettre un takedown quand il est loin, boum, rentrer comme un rugbyman. Mais c'est comme ça, c'est sa façon de combattre. Félicitations à lui, encore une fois, je dis pas que c'est le plus agréable à regarder, mais fallait le faire, il a une lutte de haut niveau. Edwards n'était pas assez rapide, j'ai trouvé trop sur le reculoir. En plus, il s'entêtait à rester au sol. Parfois, il arrivait à renverser la vapeur. Au lieu de se relever, bah non, il restait au sol. C'est un peu dommage. Alors après, vous me direz, je crois que c'est dans le 3e round, il passe tout le round dans le dos de Muhammad, donc il y avait quelque chose à faire. Mais moi, je pense que debout, ça aurait quand même été plus simple pour lui. Ça n'a rien eu à voir avec le premier combat. J'ai adoré la projection de Muhammad quand il le fait retomber sur la tête. C'est vrai que c'est interdit de faire retomber l'adversaire sur la tête. Maintenant, ça n'a pas été sanctionné. Je pense pas que c'était son but non plus de l'enfoncer comme ça dans le sol. Il voulait le faire totalement tourner, à mon avis. Il n'y a pas de scandale là-dessus. Et puis dans la cage, Bilal Muhammad n'a rien annoncé pour la suite, il n'a rien voulu dire. Par contre, il a attendu la conférence de presse pour dire que lui, il voulait défendre, il veut créer sa légende. Il dit, moi, je veux prendre toute la nouvelle génération qui arrive là. Les Shavkat Rakhmonov, les Yann Guerri, etc. Je veux les affronter, je veux montrer que je suis le meilleur. Donc très bonne mentalité. Et quand on lui dit, ouais, Shavkat, vraiment, il dit, ouais, pourquoi pas, moi, je prendrais tous les gars. Et puis il explique qu'il est très fier de sa team, de ses coachs. Il dit, on a commencé ensemble, on était au lycée, ou à l'université, pardon, et on n'avait même pas de douche. Et aujourd'hui, on commence à être connus. Mes coachs, personne ne connaît leur nom parce qu'ils font pas de pub, ils sont comme ça, c'est des mecs discrets. Mais petit à petit, les gens vont peut-être se dire, ah tiens, à Chicago, il se passe des choses pas mal, on va aller voir à Chicago comment les mecs s'entraînent. Et puis il a reconnu que son point fort, c'est son game plan, à chaque fois sa stratégie de combat. Il dit, on analyse nos adversaires et on ajuste le game plan en fonction de l'adversaire. Et je pense que c'est ça qui fait ma force. Et bah écoutez, je suis franchement content pour lui, hein, on a beau dire ce qu'on veut, il l'a fait, personne croyait en lui, pas moi en tout cas, et il est devenu champion. Et puis pour finir avec Leon Edwards, il a dit que lui il aimerait bien revenir en novembre ou en décembre. Alors Dana White a déjà dit qu'il n'y aura pas de rematch immédiat, qu'il faut que Leon Edwards se remette un peu dans le sens de la marche. On lui a dit ouais, pourquoi pas un Leon Edwards contre Yann Guerri, il y a une petite histoire entre les deux. Il a dit ah, ça c'est une très bonne idée. Et il y a un autre journaliste qui dit ouais, pourquoi pas à Dublin. Il dit ah, pourquoi pas, c'est vrai, Dublin. Bon, maintenant je sais pas si ça se fera, mais ça peut être un très beau combat à regarder. Et puis pour finir avec cette carte, il y avait dans les prélims Mokaev contre Capé. Les deux se sont battus à l'hôtel, ils se sont battus à la pesée. Ils ont failli se battre avant le combat dans la cage.
Par contre, le combat, c'était une purge, il s'est rien passé, c'était horrible. En plus, Capé, dans le deuxième round, se casse l'orteil ou se retourne le gros orteil du pied droit ou gauche de sa jambe avant. Donc il avait plus d'appui, franchement, c'était très moche à regarder. Mokaev, dans la cage, il dit « Ouais, bah moi, regardez, je suis jeune, j'ai que 23 ans, j'affronte que des vétérans. » Ça, c'est vrai, faut le mettre à son crédit. Il affronte des mecs qui ont un vrai vécu dans la cage, donc félicitations quand même si c'était pas très beau à voir. Et il dit « Moi, je veux la ceinture et je veux un nouveau contrat. » Bah, je vous annonce tout de suite que le nouveau contrat, c'est pas gagné parce que Dana White a lui aussi donné sa conférence de presse et il a dit je pense que le PFL va bientôt avoir un nouveau combattant invaincu. En parlant de Mokaev, il a pas du tout aimé ses sorties, il a pas du tout aimé ses déclarations. Il dit ouais, il y a eu plein de choses avec lui, des petits problèmes au Performance Institute, etc. Donc il a pas l'air décidé à le re-signer ou alors il va peut-être le re-signer, mais du coup ça va lui permettre de négocier le contrat à la baisse. C'est possible. En tout cas, Mokaev, il est pas dans les petits papiers de Dana White. Il a aussi dit que Paddy Pimblett prenait 200 000 dollars de bonus. Donc il prend 2 bonus. Le bonus était passé à 100 000 pour cette soirée-là. Il dit d'ailleurs c'est la dernière fois que j'augmente les bonus sur un coup de tête comme ça motive pas les gens à mieux combattre, les combattants. Il dit regardez on a eu 5 combats de suite à la décision, donc ça motive personne, donc c'est fini d'augmenter les primes comme ça sur un coup de tête. Il a aussi dit que l'UFC travaillait toujours sur un UFC en Afrique et que ce serait très certainement l'Afrique du Sud, mais il dit je sais pas où on en est, on a une équipe qui bosse là-dessus, je sais pas où ils en sont actuellement, donc ça va venir mais je sais pas quand. Et moi là j'ai pensé tout de suite au PFL qui a nommé Francis Ngannou directeur ou emblème, je sais pas comment on peut dire, mais je pense qu'il est directeur du PFL Afrique. Si l'UFC organise un gros événement en Afrique avant le PFL, je pense que Dana White au fond de lui, il va être très heureux d'être passé devant Francis Ngannou comme ça et de dire bah vous voyez, je vous avais dit que nous on parle pas beaucoup mais on agit et c'est sûr il y aura un pic pour Ngannou, il y aura un pic pour le PFL, mais bon c'est le jeu. Et pour conclure avec cette carte, je suis tombé sur une petite statistique, c'est la minute statistique. Depuis 2019, c'est la première fois qu'il y avait un combat pour la ceinture des poids welter sans Kamaru Usman ou sans Colby Covington. Donc ça fait 5 ans qu'à chaque fois qu'on avait un combat pour la ceinture des welter, il y avait soit Usman, soit Covington dans la cage. Comme quoi ils auront quand même marqué l'histoire de la catégorie, en tout cas l'histoire récente. Sinon, dans les autres annonces de Dana White, on a l'UFC Noche qui est tombé, ça y est, c'est officiel, je vous affiche la carte à l'écran. Sean O'Malley sera opposé à Merab Dvalishvili dans le main event. Comme main event, on le savait déjà plus ou moins grâce au Shevchenko. Et puis le troisième combat, ce sera Ortega contre Lopez. Combat avorté il y a quelques semaines, j'espère que Ortega s'est bien remis. Apparemment, il semblerait, d'après les déclarations, que le vainqueur de ce combat-là aura sa chance pour le titre. On va aussi en reparler un peu plus tard, mais ça sera dans la vidéo de demain, parce que Topuria, Max Holloway, ça semble fait. Donc c'est très très bon. Demain, je vous parlerai aussi un peu des déclarations d'O'Malley, de Merab Dvalishvili. Ça va être un beau combat, j'ai vraiment hâte de voir ça. Si on caricature les choses, c'est le striker contre le lutteur. L'allonge d'O'Malley peut faire une belle différence, mais attention, Dvalishvili, il est terrible. J'ai vraiment hâte à cette soirée-là. En plus, ça va être à la Sphère. Donc ce sera vraiment très très bien à suivre. Et puis une autre actu, c'est Sean Strickland qui s'est de nouveau entraîné avec Alex Pereira. Je rappelle que les deux s'étaient affrontés dans la cage. Pereira avait mis KO Sean Strickland. Et ils s'étaient déjà entraînés il y a quelques mois ensemble, et là ils ont remis ça. Et Strickland met un commentaire à la photo, pourquoi tu frappes aussi fort? Faut faire venir un scientifique pour qu'il comprenne ta puissance. Donc on sait que Strickland adore le sparring. Le sparring, il va pas forcément doucement, donc contre Pereira, ça devait être plutôt beau à voir. Mais c'est cool de voir deux mecs comme ça s'affronter, j'allais dire, s'entraîner ensemble. Ça ne peut que les tirer vers le haut, en tout cas pour la phase de striking, je pense. Même si on a souvent dit que Strickland avait une lutte qui était un peu sous-cotée. On va sortir un peu de l'UFC maintenant avec un ancien pensionnaire de la Big League, Nate Diaz, qui a affronté Masvidal et qui l'a battu en boxe anglaise il y a quelques semaines. Et bah sachez qu'on lui avait promis 10 millions de dollars pour le combat, il n'en a touché qu'un seul million. Donc apparemment il lance des poursuites pour toucher les 9 millions qui restent. Et on lui aurait répondu qu'en fait ils n'ont pas vendu assez, il n'y a pas eu assez d'argent qui est rentré. Et du coup on peut pas lui payer le reste de son argent, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais je peux comprendre qu'il ait les boules, s'il est parti de l'UFC pour gagner plus d'argent et qu'au final on dit non on peut pas te payer. Je peux comprendre sa frustration. Ensuite, vous connaissez la ligue, le Karaté Combat. Et ben le Karaté Combat lance les Pit Submission Series. Et je crois que c'était la première édition la semaine dernière. Et on a Aljamain Sterling qui aime beaucoup faire de la compétition en grappling. J'en ai déjà parlé. Il dit que ça continue à être dans le moule de la compétition, la pression, etc. Il a combattu, il a gagné. Il est donc à 1-0 dans la promotion. Donc ça se passe dans la fosse. Ils appellent ça la fosse, si je dis pas de bêtises. C'est une aire de combat très particulière. Je vous mets des photos à l'écran. Donc félicitations à Aljamain Sterling qui vient de remporter ce bel affrontement en grappling. Et puis sinon, Michel Pereira contre Anthony Hernandez, ça va être un combat chez les poids moyens de l'UFC. Ce sera main event le 19 octobre prochain. Donc ils étaient déjà prévus de s'affronter, ça vient de passer main event à cette date-là. Donc félicitations à eux. Et on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit, ça va vraiment être
très très focus sur l'UFC 304, forcément. Demain ou après-demain, on reviendra avec des actualités un peu différentes. Mais tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Lixicode qui me dit: tu pourrais nous dire ce que tu penses du cas Cyril Gane et la situation autour de lui? Bah écoute, Cyril Gane, moi j'ai l'impression qu'il a un peu grillé sa cartouche. Même si Cyril Gane, je pense, est toujours à une victoire d'être dans la discussion pour le titre. Parce qu'il a cette faculté à terminer les combats, c'est un poids lourd athlétique, il passe bien à la télé. Donc là, tout de suite, on dit ouais, Cyril Gane, c'est fini, il a laissé passer le train. Moi, je te parie que s'il bat son prochain adversaire, ça va être Volkov, hein, je crois que c'est officiel. S'il le met KO, tout de suite, on va reparler de Cyril Gane. Donc c'est peut-être pas si mort que ça pour lui, mais là, Aspinall, va falloir aller le chercher là-haut, parce que debout, c'est très bon, au sol, c'est très complet. Si on lui met un Curtis Blades, qu'est-ce que ça va donner la lutte pour le bon gamin? Je sais pas du tout, mais c'est pas gagné pour lui. Ensuite, on a la carotte sévère qui revient sur ce que je disais jeudi, que Bilal Mohamed et Leon Edwards avaient eu une altercation dans un ascenseur. Alors, je voulais clarifier la chose, c'est Bilal Mohamed qui a parlé de ça en premier, avant même que ça passe dans les Unbedded. Et Bilal Mohamed avait dit: ouais, je viens de le confronter dans l'ascenseur, il a rien osé dire, il avait l'air un peu idiot, en gros, voilà, il a eu peur de moi. C'est Bilal Mohamed qui disait ça. Et c'est vrai que quand on a vu la scène, c'était un petit peu différent. Donc voilà, c'est pas moi qui ai inventé, j'ai pas inventé une nouvelle, c'est juste que Bilal Mohamed avait raconté les choses d'une façon, et ça s'est passé différemment. Donc il y a un autre auditeur qui m'a mis un message dans le même sens. Donc en effet, entre ce qu'avait déclaré Mohamed et ce qu'on a vu à l'écran, c'était un petit peu différent. Ensuite, on a Aferp qui me dit: j'ai l'impression que depuis qu'Edwards a la ceinture, il est un peu moins humble. Je suis pas du tout fan de ses sorties médiatiques, mais j'espère s'il fait ça pour se vendre. Mais je sais pas, par contre, je sais pas s'il fait ça pour se vendre ou s'il a vraiment pris la grosse tête. Moi, personnellement, Leon Edwards, je pense que c'est un mec plutôt discret. Et puis, il essaye de faire du buzz autour de son nom avec des petites déclarations. Ça prend pas. De toute façon, quand c'est pas naturel, ça se voit et ça passe mal à la télé. Aujourd'hui, tout le monde veut être le nouveau Conor McGregor. Hein. Tout le monde veut avoir la notoriété de McGregor, avoir l'argent, etc. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Donc, je pense qu'il a essayé de jouer là-dessus et que ça passe pas forcément. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement, demain ou mercredi, pour une nouvelle émission. J'espère que vous avez aimé. Je vous remercie pour vos messages, tous qui me disent: ouais, on aime beaucoup ce que tu fais, on aime ton émission. Je les lis pas parce que j'ai pas envie de me passer la pommade devant tout le monde, mais ça me fait toujours très plaisir. Donc si vous voulez m'aider, je demande pas d'argent, je demande rien, juste un like, un abonnement, parlez-en autour de vous. Plus on sera nombreux, plus ce sera cool, plus je pourrai mettre de moyens dans la chaîne. Donc n'hésitez pas, je vous remercie encore une fois et on se retrouve très bientôt. Salut!